voilà, je pense que le résumé de votre bibliographie a été fait. Donc je propose qu'on commence immédiatement un voyage littéraire au cœur de vos œuvres, puisqu'elles viennent d'être présentées. Peut-être ajouter qu'il y a des nouvelles aussi. Vous écrivez assez souvent des nouvelles. Et je proposais de vous faire découvrir les œuvres de Mohamed Bougarsar, que je remercie beaucoup d'être avec nous, par ordre chronologique. Donc, en commençant par Terre Sainte, donc c'est le premier roman de Mohamed Bougarsar. C'est un roman qui se situe dans une ville imaginaire, une ville dans laquelle les islamistes ont pris pouvoir, imposent une loi dure, une loi violente, radicale, et dans laquelle un groupe de personnes essaie de résister au moyen d'un journal clandestin. 7 personnes que rien ne prédisposait à se rencontrer, mais qui se rencontrent dans le cadre de la lutte. Et c'est là une des caractéristiques qu'on retrouve souvent dans vos romans, Mohamed Bougarsar. Ce sont des fresques dans lesquelles les personnages foisonnent. Il y a un grand nombre de personnages, et je voulais savoir pourquoi vous faites le choix assez fréquemment de multiplier les personnages de vos romans. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci Nadine pour cette présentation. Merci Patrick aussi pour cette présentation. Et merci à l'Institut français de me recevoir ici et de permettre cette rencontre. C'est un grand plaisir, une grande joie de pouvoir discuter avec vous ici au Chili, un pays qui m'est cher. La polyphonie, puisque c'est d'elle qu'il s'agit ici, pour moi, c'est vraiment un exercice de liberté, puisque cela permet d'encercler presque une question qui est au cœur d'un roman. Mais plutôt que de l'encercler par des considérations, je préfère souvent les incarner par des personnages multiples, au point de vue parfois complémentaires, parfois extrêmement proches mais nuancés, parfois totalement opposés. Mais il me semble important d'observer une situation qui est au cœur du roman de plusieurs points de vue, tout simplement, puisque c'est ce qui donne, à mon sens, toute sa complexité à un roman aussi. C'est quand, en le lisant, on sent qu'il y a plusieurs formes de vérité personnelle qui s'affrontent ou qui se confrontent et qui tentent de façon presque collective de chercher une vérité qui est supérieure, qui transcende leur expression personnelle. C'est un peu ça l'un des enjeux de cette polyphonie. Mais globalement, de façon même pas globalement, plus particulièrement, au contraire, c'est que j'écris beaucoup à partir des voix, j'écris beaucoup à partir des personnages. Et donc forcément, lorsqu'on mêle voix et personnages, cela donne la polyphonie, la multiplication des points de vue. Et quand je dis que j'écris à partir des voix et des personnages, c'est que je n'écris jamais un roman à partir d'un plan ou d'une idée de roman. Plutôt à partir des personnages, parce que ce sont eux finalement, pour moi, qui donnent aussi une densité à un roman. Voilà. Et dans les romans que j'aime particulièrement, bien sûr, je me rappelle certaines phrases, je me rappelle les scènes, mais je me rappelle surtout les personnages, parce que c'est eux finalement qui sont mes interlocuteurs dans les réflexions existantes, par les réflexions existentielles qu'ils portent. Voilà. D'accord. Vous me parlez des personnages, mais dans vos romans, il y a parfois aussi un arrêt sur image sur certaines notions, certains concepts. La narration s'interrompt, on a une digression qui permet de revenir ensuite à la narration pour l'alimenter. Par exemple, dans Terre Sainte, il y a des réflexions sur le peuple. Vous parliez de collectivité, la collectivité est très présente dans vos écrits. Il y a 2 mères qui s'échangent des lettres. Et ce dialogue permet de mettre en place des notions, mais effectivement qui sont dynamiques, comme vous le disiez. Elle parle de liberté, de courage, d'obéissance, de rébellion.
Et je voudrais savoir si cette présence de notions dans votre littérature révèle un rôle que vous attribueriez à la littérature, qui serait de stimuler une pensée analytique chez le lecteur ou de réveiller son intérêt pour ces concepts afin que lui aussi les alimente. J'ai toujours considéré que je pense tout simplement que la littérature a pour discipline jumelle la philosophie et que la littérature doit toujours s'appuyer sur de la philosophie. Mais ses moyens pour exprimer l'exploration philosophique est très différente. C'est pour ça qu'il y a des fictions et des personnages et pas nécessairement une tentative de créer ou d'organiser des concepts qui est le travail philosophique. Je pense qu'il y a un travail d'élucidation que les romans doivent faire. Et quand je dis élucidation, c'est que je crois que lorsqu'un roman s'intéresse à une question donnée ou parle d'une question donnée, tout le travail que ce roman effectue entre le début et la fin consiste à creuser cette question de différentes manières, par la narration, par des scènes, des personnages, par une dramatisation, par tout ce que l'on veut. Mais il s'agit de creuser cette question de façon philosophique. Quand je dis philosophique, ce n'est pas un grand mot comme ça, mais c'est plutôt une question existentielle. J'utilise souvent cet adjectif existentiel, parce que je crois que les romans naissent de questions existentielles, que les personnages qui se meuvent à l'intérieur de nos romans sont animés, tendus par des questions existentielles, et que le travail du romancier est de les mener d'un point de départ, d'un questionnement, à un point de fin, qui n'est pas la résolution peut-être, mais un approfondissement plus clair. C'est pour ça que j'utilise le mot élucidation. C'est élucider une question, c'est la creuser et en même temps essayer de l'éclaircir petit à petit. Mais tout cela globalement s'inscrit dans une réflexion sur le rapport entre littérature et philosophie. Je ne dis pas que tous les romans doivent être analytiques, mais je pense qu'il y a une pensée du roman. Qu'un roman pense, mais pense comme roman, et pas comme manuel philosophique. D'accord. Est-ce que c'est dans cette lignée qu'on peut placer le fameux double sens dont on a déjà parlé dans vos titres, le fait que Sainte ne soit pas écrit S-A-I-N-T-E comme on pourrait l'attendre, ou que le chœur, le silence du cœur, ne soit pas le cœur qui bat, mais le cœur qui chante? Bon, j'étais très jeune à l'époque de ces titres, donc je pense que j'ai un peu abusé finalement de cette jeunesse et de la tentative comme ça de mettre des choses bizarres sur les titres. Mais quand même, à l'époque, j'essayais de sous-tendre ce travail-là sur la langue aussi, parce qu'on travaille sur la langue, de le sous-tendre par une vraie réflexion, une tentative en tout cas. Dans Terre Sainte, en effet, lorsque c'est entendu, on pense tout de suite à Sainte, S-A-I-N-T-E, mais il faut lire le roman pour se rendre compte que c'est plutôt une réflexion sur des territoires qui sont enclos, qui sont fermés, qu'on enferme dans une idéologie et qu'on enferme dans la terreur et dans la violence. Donc ça me semblait tout à fait naturel et ce n'était pas tout à fait délié non plus de la question religieuse de la sainteté, puisque le thème du roman, l'un des thèmes du roman est précisément ce que la religion, lorsqu'elle est interprétée d'une certaine manière radicale et oppressive, finit par produire chez les gens. Donc bon, tout cela étant lié à donner ce jeu de mots qui est quasiment intraduisible dans toute langue, toute autre langue. Et c'était oui la même chose dans Silence du cœur. C'est que bon, les jeux de mots sont très amusants, mais ce n'était pas une dimension ludique gratuite. En tout cas, j'essayais de faire en sorte que ce soit toujours appuyé sur une réflexion liée au roman même. Effectivement, le chœur, c'est un mot qui apparaît dans plusieurs de vos romans. Il y a toujours des personnages qui chantent dans vos romans. Ça donne un peu l'impression que vous avez un imaginaire qui traverse tous vos livres, un monde auquel vous essayez de revenir au travers
au travers de chacun de vos livres, et dans lequel effectivement la polyphonie, le fait qu'une même situation soit interprétée différemment par plusieurs personnages, dans le cas de Silence du cœur, qui est notre deuxième escale dans le voyage des romans de Mohamed Bougarsar, plusieurs personnages interprètent différemment une même scène, la scène de l'attaque du bus des migrants, est interprétée d'une certaine manière par les habitants de la ville. Ce roman parle de migrants africains qui arrivent en Sicile, donc qui échouent en Sicile, qui sont accueillis par une association, mais le village dans lequel ils sont reçus réagit également de manière brutale, raciste à l'arrivée de ces migrants. Et donc il y a des réactions violentes, des réactions de haine, et que les migrants ne comprennent pas forcément. Donc la même scène est racontée deux fois par deux personnages différents, en lui donnant un sens différent. Donc il y a une polyphonie dans ce sens-là, puisque les voix sont différentes, mais il y a aussi l'idée de chœur, de collectivité. Selon les personnages de vos romans, certains font confiance au peuple, certains font confiance à la collectivité, et d'autres pas. Et vous ? Alors, non pas Silence du cœur, mais dans De purs hommes, le personnage, c'est le premier roman, par exemple, où il n'y a pas de polyphonie. Bon, on va peut-être mais disons que c'est le premier roman où il y a un narrateur unique qui est le point de vue, même si, par ailleurs, ces discussions et rencontres donnent lieu à d'autres points de vue. Dans De purs hommes, il y a un moment où le narrateur dit qu'il aime beaucoup la foule parce qu'on y est à la fois quelqu'un et quelconque. C'est-à-dire qu'on y est à la fois un individu et en même temps on est assez anonyme à l'intérieur d'une foule. Je crois qu'il y a toujours chez chacun à la fois le désir d'être complètement reconnu comme lui-même, c'est-à-dire comme un sujet individuel, comme une conscience individuelle, et en même temps presque l'aspiration à retrouver chez d'autres des questionnements que l'on a, c'est-à-dire une aspiration aussi à la vie collective, forcément. Mais c'est tout ce qu'on appelle la politique. Hein. Comment est-ce que des aspirations individuelles peuvent trouver des échos collectifs? Ça pourrait être une définition à partir d'un questionnement de la politique. Mais je ne crois pas plus en l'individu qu'à la foule, je crois plutôt à la relation qu'il y a entre les deux, parce que je crois que c'est cette relation-là qui définit une grande part de notre humanité. En tout cas, la couleur qu'on donne à cette relation-là définit une grande part de notre humanité. C'est qu'il ne s'agit pas de s'enfermer dans la particularité, dans la conscience unique. Il ne s'agit pas non plus de se diluer dans la collectivité. Je pense que nous savons tous que les deux peuvent être des prisons assez impitoyables, que les deux peuvent produire des choses extrêmement malheureuses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que, comme individu, on arrive à s'inscrire parfois dans un collectif et comment on arrive parfois à s'émanciper aussi d'un collectif. Cela dépend, c'est un travail dialectique, toujours d'une certaine manière. Et qui dit dialectique dit dépassement. Et c'est ce dépassement-là qui donne finalement le sens dernier de notre humanité. C'est ce que finalement la plupart des personnages de mes romans tentent de faire aussi. À partir des questions individuelles, se projeter dans des dynamiques collectives, et puis après ces dynamiques collectives-là, tenter de trouver des réponses qui les rassurent, les consolent ou au contraire les inquiètent par rapport à leur propre humanité. Merci. Alors, dans Silence du cœur, il y a également des arrêts sur image, des réflexions qui prennent leur source dans la philosophie. Et il y a plusieurs fois une connexion établie entre la nature,
les hommes, l'art. Par exemple, il y a une partie un peu poétique dans laquelle un écrivain plonge sa plume dans le cratère du volcan et commence à écrire. Vous faites une petite allusion à Pérec dans un de vos romans aussi, la tentative d'épuisement d'un lieu. Je voudrais savoir si les lieux ont pour vous un rôle particulier à jouer dans l'histoire des hommes. Ils sont lieux de mémoire dans certains de vos romans. Quel rôle donnez-vous aux lieux dans vos romans? Je crois que la question des lieux, encore une fois, pour moi est toujours assez dual. C'est que pour moi, les lieux sont d'abord très intérieurs. C'est qu'un lieu comme tel n'a de réelle puissance que dans l'interprétation qu'on en fait, très très personnelle. Ça ne veut pas dire que le lieu lui-même n'a pas ses propres caractéristiques, que ce n'est pas un paysage, etc. Mais c'est d'abord comment est-ce qu'on le vit. Le lieu, c'est ça finalement pour chacun. Et je crois qu'il suffit de se retrouver dans un espace et que chacun de nous se mette à décrire cet espace-là pour voir que si nous sommes au même lieu, la perception que nous en avons est absolument différente, voire parfois tout à fait opposée. Et c'est finalement ce qui fait cet intérêt-là. Donc c'est d'abord intérieurement ce que les lieux représentent qui m'intéresse. Après, j'ai toujours été comme romancier assez fasciné par cet art très ancien, parfois un peu méprisé, qui est la description. Au fond, je crois que lorsqu'on est un écrivain, on ne peut pas échapper à un moment donné à la question de la description. Comment décrire ce qu'on voit? C'est une question tout à fait simple. J'ai l'impression que parfois le 19e siècle a fait des ravages français, en tout cas, et que ce qu'on appelait le réalisme a dégoûté beaucoup de gens. Des descriptions. Moi, je suis un balzacien pur et dur, et comme balzacien pur et dur, j'aime décrire les lieux aussi. Et comme lecteur, j'aime les descriptions de lieux ou de personnages, même si globalement, je pense qu'un personnage existe plus par sa question existentielle, philosophique, que par son apparence physique, par son accent. Est-ce qu'il porte un béret, est-ce qu'il a des chaussures, ou est-ce qu'il marche pieds nus, etc. Mais globalement, j'aime aussi pouvoir visualiser et regarder. Il ne faut jamais sauter les descriptions. Ça, c'est l'erreur. Roland Barthes dit en commentant Proust qu'il faut sauter Proust. Il faut sauter des passages et que le plaisir de lire Proust consiste d'une lecture à l'autre à sauter des passages différents. J'aime beaucoup Barthes, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'il ne faut sauter aucune description. La clé pour ceux qui n'aiment pas Balzac, c'est qu'il ne faut pas sauter les descriptions. Quand j'étais enfant, l'un des premiers exercices d'écriture que j'ai fait, c'était des descriptions. Parce que quand on voyageait avec mon père, il me disait toujours, après le déplacement, est-ce que tu peux me décrire ce que tu as vu? Donc il attendait presque un rapport, un compte rendu. Et donc je décrivais. Alors c'était de la description élémentaire et très basique, mais je pense que j'ai pris un plaisir là à regarder les lieux, à vraiment passer du temps à les regarder très fixement et à chercher dans un lieu un détail. Pérec, en effet, a écrit Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, qui est une entreprise un peu... Personne ne peut décrire totalement un lieu, on ne peut pas circonscrire un lieu, parce que ça demanderait des milliers de pages et on n'en viendrait pas à bout. Cependant, je crois que tout l'art, finalement, de la description, c'est d'être capable, dans un lieu, de trouver un détail et d'enfermer tout le lieu dans le détail. Et ça, c'est un travail quasiment de métonymie qu'il faut pouvoir faire. Dans ce roman, vous utilisez une construction qui sera reprise après dans La plus secrète mémoire des hommes, le collage de différents documents. Donc il y a des récits, des scènes dialoguées avec des didascalies. Et
il y a des extraits de journal intime d'un des personnages. Ça révèle une certaine conception de votre lectorat. Il faut que vous fassiez confiance à votre lecteur pour lui rendre un tout qui n'est pas terminé et que lui doit finir. J'aurais voulu savoir comment vous voyez votre lecteur, ou quel serait votre lecteur idéal. Je fais confiance au lecteur, je fais confiance à son intelligence, à sa sensibilité. Il ne s'agit pas pour moi d'arriver avec un livre qui apporterait les réponses toutes faites, y compris sur le plan formel. Je pense que la liberté que je prends dans la composition de mes livres est une liberté que je souhaite aussi aux personnes qui le liront, qu'évidemment je ne connais pas lorsque je suis en train de lire, et que je ne commets surtout pas l'erreur de préfigurer en écrivant. Je n'essaie pas de me dire j'écris pour tel ou tel, parce que je ne le sais pas, et je sais que les aventures des livres sont assez mystérieuses parfois, et que des gens dont vous ne pensiez pas qu'ils vous liraient peuvent tout à fait être vos lecteurs les plus attentifs. Ce qui fait que je n'ai pas de figure de lecteur idéal lorsque j'écris un roman. Avant d'écrire un roman, il y a un grand critique littéraire suisse qui s'appelle Jan Starobinski, que j'aime beaucoup, qui dit que finalement, le lecteur idéal, c'est celui qui se dégage de la lecture même du texte, c'est-à-dire qui apparaît en même temps qu'il lit le texte, de la même manière que finalement une flèche créerait sa cible, au lieu qu'il y ait une cible qui est déjà désignée, et que la flèche, c'est-à-dire le roman qu'on écrit, aille comme ça directement à la cible. Je préfère qu'un lecteur, pendant qu'il lit, devienne lui-même le lecteur, parce qu'il naît à ce moment-là en même temps que le texte qu'il est en train de lire. Je préfère en tout cas ce type de lectorat-là, parce que je crois que moi-même, c'est ce que je recherche dans un livre. Non pas un livre qui viendrait presque m'enfermer dans ses considérations, dans une sorte de logique implacable, avec quelque chose de très clair, de tout fait, de presque calibré pour moi. Ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche au contraire l'aventure, la liberté, et parfois une forme presque de trouble et d'égarement pendant qu'on est en train de lire, et qui passe autant par le fond des romans, par les questionnements, que par la forme du roman, par la structure même du roman. Ça me semble absolument fondamental qu'un écrivain soit libre dans son écriture, et qu'un lecteur puisse être libre aussi dans sa manière de lire et d'interpréter et de se mouvoir dans une histoire. Peut-être pourriez-vous nous raconter comment vous avez eu l'idée d'écrire Silence du cœur ? Oui, Silence du cœur, c'est un roman que j'ai écrit tout à fait quasiment par hasard, non, mais disons que ce n'était pas un roman prévu. Je n'avais pas de projet d'écrire Silence du cœur. Je suis allé à un moment donné en Sicile, où se passe le roman, ou l'action du roman. Et au départ, c'était supposé être un voyage de vacances avec un ami, mais il se trouve que les circonstances sur place, des hasards, des décisions un peu tout à fait inexpliquées comme ça, nous ont menés dans ce petit village qui dans la réalité s'appelle Aidone, et dans le roman Alpino. Et à Aidone, nous étions supposés passer vraiment très rapidement, et finalement nous sommes restés plusieurs jours. Et c'est de cette expérience-là, et de ce que parce que c'est une ville qui reçoit des migrants, des réfugiés qui arrivent dans cette petite ville-là. Et c'est de cette expérience-là, dans cette petite ville de la campagne sicilienne, d'où on aperçoit un peu l'Etna, et où il y a une ambiance à la fois très sicilienne. Mais quand je dis sicilienne, c'est vraiment la Sicile profonde, de cette manière. Et qui finalement se retrouve presque au cœur du monde, puisque tous les drames du monde, le drame du monde, en tout cas à cette époque-là, mais ça continue, se retrouve là. Et donc, sans l'avoir désiré, forcément, je me retrouve dans ce village. J'y passe quelques jours,
j'y vis avec les réfugiés, je joue au football avec eux, je prends le thé avec eux, je discute avec eux, je discute avec les habitants du village, j'ai des échanges avec eux. Et puis, après tout cela, je rentre chez moi et puis je commence à écrire le roman. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure de Purs Hommes, donc c'est le troisième roman de Mohamed Bougarsar. Vous reprenez le thème du premier roman, c'est-à-dire un islamisme dur et excessif, en ajoutant une composante qui est la présence d'un homosexuel, parce que la présence de l'homosexualité. Le roman commence lorsqu'une vidéo devient virale, la vidéo d'une scène très violente où on déterre un cadavre parce qu'il était homosexuel et on le traîne hors du cimetière. Le personnage principal du roman, effectivement, se pose des questions existentielles, évolue énormément entre le début et la fin du roman. Il change complètement et il commence à défendre une cause à laquelle il ne croyait pas forcément au début. J'essaie de ne pas spolier non plus le texte, surtout parce que le roman est en vente. Donc, voilà. C'est le premier de vos romans qui est coédité, c'est-à-dire qu'il a été à la fois édité en France et au Sénégal. Pourquoi ce choix d'édition qui n'est pas courant de faire coéditer un roman? D'abord parce que je connaissais l'éditeur de Jimsan, qui est la maison sénégalaise, et j'avais de plus en plus envie d'inscrire mon travail littéraire entre les deux pays entre lesquels je vis, tout simplement, la France et le Sénégal, et d'inscrire concrètement, pas simplement parce que dans les histoires il y a souvent les deux, mais parce que je voulais aussi que dans la coédition et que techniquement, symboliquement aussi, qu'il y ait la participation des deux. Et donc, lorsque cette maison d'édition s'est créée, que le fondateur de Jimsan, lorsqu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté, je me suis dit que c'était un moyen, simplement, d'avoir un livre qui est pris en charge par la France et par le Sénégal, par une maison d'édition française et une maison d'édition sénégalaise. Et puis, c'est aussi une manière d'avoir une sorte de réflexion plus politique sur l'édition mondiale aujourd'hui, qui souvent est tout à fait accaparée par les mêmes pays, en tout cas une seule partie du monde édite vraiment la grande majorité des livres qui circulent beaucoup dans le monde. Et l'une des manières de casser un peu cette hégémonie ou cette verticalité-là, c'est de faire des coéditions ou des cessions de droits. Les cessions de droits, ça veut simplement dire que pour les droits africains d'un livre, par exemple, un éditeur français, disons par exemple, donnerait les droits à une maison d'édition africaine ou sénégalaise, congolaise ou autre. Voilà, donc c'est un des moyens. Et l'autre moyen, c'est de faire une coédition et que donc les deux maisons se partagent tout à fait toutes les charges liées au livre. La coédition permet aussi de rendre le livre un peu plus accessible au Sénégal, puisque la maison d'édition sénégalaise le propose à un prix qui est beaucoup moins cher qu'en France, par exemple. De Purs Hommes, avant de passer en poche, je ne sais plus combien en France, mais au Sénégal, il coûtait au moins presque la moitié, quasiment. Ce qui le rend plus disponible, puisque, on le sait tous, souvent, ce sont des prix qui sont aussi prohibitifs dans certains pays où les éditions sont encore, où le monde éditorial est encore un peu fragile. Voilà. Donc ça avait tous ces enjeux-là. Ce qui arrive ici aussi au Chili, puisque vous parliez plutôt de comparaison possible entre les Suds, le Sud africain, le Sud latino-américain. C'est le cas ici aussi, les prix des livres sont très chers. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le premier de vos romans, le seul jusqu'à présent, qui ne soit pas aussi polyphonique que les autres, parce que les personnages sont en nombre assez réduit. C'est un choix ou... Oui, c'est un choix, parce que après 2 romans avec plusieurs personnages et des constructions plus amples, je voulais aussi essayer un personnage, un récit, une narration avec un seul point de vue, une seule conscience qui porterait le récit.
Et cela vient aussi du fait que je voulais que ce livre soit simplement plus court et plus percutant dans sa manière de se confronter à sa matière, à son sujet, si on veut. Et pour cela, il me semblait plus facile d'avoir vraiment un seul personnage qui porte la narration. Merci. Nous arrivons à notre dernière escale, la plus secrète, Mémoire des hommes, donc qui a reçu le prix Goncourt en 1921. Donc en 2021. Pardon. Et donc c'est une fresque encore plus ambitieuse que les deux premières en termes de quantité de personnages, en termes d'espace, en termes de temps. Là, on arrive en 1921, effectivement. C'est bien antérieur à la publication. Et donc, on en a parlé lors de la rencontre avec les étudiants. C'est donc l'histoire d'un écrivain africain qui découvre un texte qui le fascinait, qui n'est pas disponible, un texte un peu mythique écrit par Eliman, qu'il finit par pouvoir lire. Et ce texte a disparu de la circulation en raison d'une accusation de plagiat. Et le jeune écrivain, le personnage principal du roman, se lance dans une recherche de cet écrivain, un peu à l'image des détectives sauvages de Bolaño qui est cité au début du roman, et donc où les personnages recherchent eux aussi une mexicaine, une poétesse mexicaine. Donc c'est un roman sur la littérature. La littérature est déjà présente dans les autres. On a un professeur de littérature dans De purs hommes, mais ici c'est vrai qu'on a toutes les composantes du monde littéraire. On a des écrivains, des traducteurs, un traducteur, des éditeurs, des critiques littéraires, tout le monde y est présent. Est-ce que c'est encore une fois dans le but d'installer différents points de vue afin de ne pas choisir à la place de votre lecteur? Est-ce qu'il y a un des personnages dont vous partagez davantage le point de vue sur le monde littéraire, qui en prend pour son grade dans le roman à un certain moment? Vous vous identifiez davantage avec un des personnages ou pas? Non. Non, pour la simple raison que tous, d'une certaine façon, portent un regard qui est né de ma propre réflexion ou de mes rapports avec le monde de l'édition. Et encore une fois, oui, ce qui m'intéresse, c'est moins de voir mon point de vue exprimé que de voir mon point de vue atomisé et questionné et réparti comme ça à travers tout un ensemble de situations et de personnages. Après, bien sûr, a priori, on pourrait considérer que le personnage de Diegan pourrait se rapprocher beaucoup par sa trajectoire, sa biographie, ses préoccupations de moi. Et en effet, c'est un personnage dans lequel j'ai mis beaucoup de mes propres questionnements. Mais à partir du moment où la recherche commence, où la quête commence, la quête d'Eliman, mais aussi la quête d'une forme de vérité quasi romantique que ces jeunes écrivains ont comme ça à l'horizon, à partir de ce moment-là, c'est tout à fait éclaté. C'est que la recherche d'Eliman impose presque que je me débarrasse de mon seul point de vue, puisque c'est un personnage, Eliman, très fuyant, qui semble presque être extrêmement, kaléidoscopique, dans la mesure où il semble tourner comme ça et refléter énormément de vérité possible, mais aussi d'ombre, de grande lumière, mais aussi d'ombre, et c'est ça qui me semblait tout à fait important. J'utilise souvent à son propos l'image du miroir brisé, c'est-à-dire une sorte de grand miroir brisé, et chacun des personnages a un fragment de ce miroir-là et regarde à l'intérieur. Et ce qu'il voit est une sorte est très fort, c'est sa vérité sur Eliman. Mais puisque le miroir est brisé et qu'il y a plusieurs autres fragments éparpillés dans le monde et dans l'histoire, il y a une multiplicité comme ça de points de vue. Donc, mais je les assume finalement tous. Bien, ce roman, on y faisait allusion lors des premières questions.
également, ce roman pose la question du post-colonialisme culturel. Donc, les personnages du roman s'interrogent beaucoup sur le fait du rôle qu'on est obligé de jouer lorsque l'on est porte-parole d'une littérature africaine en France. Est-ce que c'était une manière de dégoupiller le problème pour vous en libérer? Est-ce que ça a été un problème pour vous? C'était un défi d'avoir ce rôle à jouer en France? Oui, alors, vous avez raison. C'est que j'ai aussi écrit ce roman pour me libérer de cette vieille histoire-là. Parce que c'est une vieille histoire et je pense qu'il est vraiment temps d'avancer. Malheureusement, je le dis, je ne suis pas certain qu'on avance vraiment. Et ce n'est pas du tout parce que mon cas est personnel et que par la reconnaissance du prix, c'est pas parce que cette reconnaissance est arrivée que tout est résolu d'une certaine manière. C'est-à-dire de façon plus sociologique, générale, l'échiquier reste le même et les pièces, la partie se joue toujours selon les mêmes schémas. Et c'est assez compliqué finalement. Mais en tout cas, je voulais vraiment en parler de cette relation-là, du fait par exemple, en fait j'ai posé la question tout à l'heure, on pourrait se demander, une des questions du roman pourrait être, qu'est-ce qu'un écrivain africain aujourd'hui? C'est-à-dire qu'une fois qu'on pose cette question-là, il y a plusieurs réponses qui apparaissent. C'est souvent un écrivain qui est publié, en tout cas lorsqu'il est reconnu un tout petit peu, qui est publié hors de son pays. Il faut se demander pourquoi. S'il est publié hors de son pays, comment est-il lu dans le pays où il est publié? Et donc là, il y a toute une infinité de fenêtres, de questions qui s'ouvrent aussi là, puisque on projette beaucoup. Quand on dit africain, tout le monde a un imaginaire qui s'ouvre tout de suite. Quel est cet imaginaire-là? Je voulais poser cette question dans la littérature. Qui le publie? Comment est-il lu dans son pays d'origine aussi? Voilà, tout un ensemble de questions qui sont là depuis extrêmement longtemps. Dans quelle langue écrit-il? Pourquoi écrit-il dans cette langue-là? Dans mon cas, pourquoi est-ce que j'écris en français? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée à travers le monde, puisque beaucoup de pays dans le monde ne savent pas, ne sont pas toujours tout à fait, en tout cas beaucoup de personnes dans des pays différents du monde. Et comme j'ai eu l'occasion d'en voir un certain nombre ces 2 dernières années, beaucoup m'ont posé la question de façon très naïve. Pourquoi écrivez-vous en français alors que vous avez vos propres langues? Donc là, je dois expliquer que, voilà, nanani, nanana, voilà. Donc tout ça était présent et je voulais aussi poser toutes ces questions-là dans le roman. Et faire en sorte que, bien sûr, sans minorer les implications très politiques de cette situation, je place quand même la question de la littérature au-dessus, ou à la fin de tout cela. Une fois qu'on a posé toutes les questions, qu'on a dénoncé, qu'on a critiqué, qu'on a raillé, qu'il y a eu de la dérision, qu'il y a eu de l'autodérision, ne demeure qu'une seule question. Est-ce que les livres qui sont écrits par des écrivains africains doivent être reconnus pour leur qualité ou non, ou pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la littérature? C'est la question que je tente de poser. Et de façon très évidente, je pense qu'il faut toujours se libérer par la littérature. Mais j'entends très bien que des écrivains, parfois des amis, me disent que ce n'est pas encore possible. Et que le rêve qui est le mien, c'est-à-dire celui où c'est par la littérature qu'on s'émancipe, n'est pas encore tout à fait possible lorsqu'on vient d'un pays qui il y a 60 ans encore, un peu plus, était sous régime colonial, que ce n'est pas encore possible. Et qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que pour des générations et des générations encore, tous les écrivains africains qui publient ou vivent à Paris seront condamnés à toujours se débattre dans ces questions-là, à toujours être renvoyés à des questions politiques, à toujours être renvoyés à leur pays d'origine,
à devoir toujours se justifier, expliquer, à devoir se débattre avec les assignations ou les idées qu'on projette sur eux. En tout cas, si c'est le cas, je trouve que c'est assez triste, mais il se peut que ce soit, que ce soit triste et que ce soit comme ça. En tout cas, j'avais accumulé beaucoup de colère, de frustration, mais aussi beaucoup de questions littéraires, et c'est tout cela que j'ai essayé de mêler dans ce livre-là. Merci, je ne voudrais pas conclure sans qu'on parle de Roberto Bolaño. Comment a-t-il alimenté votre pratique de l'écriture? Alors, comment il a alimenté ma pratique de l'écriture? En fait, il a d'abord alimenté ou transformé ma pratique de lecture. C'est d'abord comme lecteur qu'il m'a transformé, puisque à l'époque où je l'ai découvert, j'étais encore extrêmement français dans ma conception de la littérature. Et qu'est-ce que ça veut dire? Puisque je ne suis pas français. Cela veut dire que j'étais encore très proche du mythe du style absolu. C'est-à-dire que c'est par la langue que la littérature existe. Ce qui est une conception à laquelle je crois, c'est vrai. Mais disons que elle ne peut pas être toujours hégémonique. En France, je pense que c'est Flaubert qui l'a emporté. Flaubert est arrivé et a imposé cette vision-là. Je pense que c'est l'un des saints patrons de la littérature française. Donc, je vivais beaucoup dans cela. Voilà, et puis, j'accordais une grande importance à cela. Et en même temps, je ne voulais pas, par simple rébellion, tomber dans le côté inverse, qu'il faut consacrer tout son effort à l'histoire, en oubliant presque la langue qui ne serait qu'un moyen. Donc, j'étais entre ces deux. Je me balançais comme ça. Et puis Bolaño est arrivé. Et avec lui, une troisième voie, autre chose, très différente. Ni la langue à tout prix, ni l'histoire seulement, mais juste une narration. Il m'a réconcilié avec des questions fondamentales. Qu'est-ce que raconter une histoire? Comment la raconter? En mettant son effort plutôt, non pas dans la langue, mais dans la phrase. C'est très différent. Bien sûr, ce sont les phrases qui font les langues, mais comment faire en sorte que la phrase soit elle-même un enjeu extrêmement puissant de la narration. Ça, il m'a donné beaucoup de courage dans ce sens-là. Et puis, à l'époque, je parlais de Yambo Ologen tout à l'heure, c'est-à-dire la figure réelle derrière le personnage de Liman. J'étais en train de réfléchir à Ologen, j'étais en train de travailler sur lui. C'était une figure un peu mystérieuse. Il était encore vivant à l'époque. Je cherchais à le rencontrer, j'échouais, je le traquais un peu. Donc finalement, et c'est ce que je disais hier, je me trouvais presque dans la même situation que les détectives sauvages, que Ulises Lima ou Bellano, ou Pelletier, ou Espinosa, ou Norton, ou Morini, ou tous ces personnages-là qui cherchent un écrivain, qu'il s'agisse d'une poétesse ou d'un écrivain archimbole. Et j'avais l'impression que ce que je vivais dans ma vie réelle, en me posant même question, et c'était ce que je trouvais dans les livres de Bolaño. Et que donc, dans ce sens-là, il m'a donné aussi un formidable coup de fouet. Et finalement, c'est ce que les grands écrivains ou les grandes œuvres font toujours lorsque vous les rencontrez et que vous êtes vous-même un écrivain ou que vous tentez de le devenir, c'est qu'elles vous donnent du courage, tout simplement. Et Bolaño m'a donné ce courage-là. Il a dit, essaie d'être le plus libre possible. Ne te préoccupe pas de savoir si ça va marcher ou non, si cette phrase est bonne ou non, mais y juste tout ton cœur et avance, continue, cherche. C'est aussi lui qui m'a enseigné que écrire, c'est toujours chercher, que la littérature est fondamentalement une question de recherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Ça, je ne sais pas, en réalité. Mais être écrivain, c'est avoir l'intuition que quelque chose se cache dans le monde qu'on ne peut découvrir que par l'écriture, ou par la langue, ou par ses phrases, ou par une narration. En tout cas,
mais en tout cas, c'est caché quelque part. Il faut aller débusquer, il faut l'arracher par les livres. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai eu de Bolagno. Et puis voilà, tout un ensemble de choses. C'est l'un des écrivains les plus drôles que je connaisse, les plus délirants que je connaisse, les plus agaçants parfois que je connaisse. Mais, sans vous en rendre compte, vous lisez les 1000 et quelques pages de 2666 parce que voilà, il vous garde avec vous. Voilà, c'est qu'il, et puis il mêle énormément de traditions, il est entre plusieurs continents, il est entre plusieurs registres. Je trouve qu'il a une langue extrêmement qui a un spectre de registres extrêmement long, large, enfin énorme, et qu'il arrive à en jouer avec beaucoup d'aisance, beaucoup d'agilité, et qu'il passe comme ça de choses extrêmement sérieuses et graves et érudites à des choses quasiment dans la même phrase ou dans la phrase suivante, extrêmement vulgaires et prosaïques, et que c'est un maître comme ça de la mystification, et que c'est un maître de l'illusion, et qu'il se situe à l'exact point où la fiction et le réel se confondent, où on ne sait plus qui est quoi, ou quoi est quoi. Et je pense qu'un bon romancier doit pouvoir maîtriser ça. Et c'est pour ça que c'est le romancier le plus important pour moi ces 10 dernières années. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés au terme du voyage de ce soir. Notre dernière escale, c'était donc la plus secrète mémoire des hommes. Mais j'espère que le voyage continuera dans quelques années. Et pour conclure la première partie de cette rencontre, parce que la deuxième partie sera de donner la parole au public, pour conclure la première partie, je voudrais citer la dernière phrase de la plus secrète mémoire des hommes. Vous faites dire à votre personnage qu'il hésite entre la terrible alternative existentielle, qui fut le dilemme de sa vie, l'alternative devant laquelle hésite le cœur de toute personne hantée par la littérature, écrire, ne pas écrire. J'aimerais que vous continuiez à écrire, parce que nous, on serait ravis de continuer à vous lire. Un tout grand merci pour cette introduction. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oula. Personne ne se pose. Ah si, c'est bien. Monsieur, bonjour. Je ne sais pas exactement comment poser cette question, mais à voir, même avec Bolagno, avec le fait qu'il était aussi, il était d'abord un poète, et quand on lit un texte de prose de quelqu'un qui on sait qui est poète, ça se passe quelque chose qui est... On sent qu'on peut savourer les mots, etc. Et savourer les paroles, non, les mots. Ah bon. Et qu'est-ce qui se passe avec vous? Quel est votre lien avec la poésie? J'aimerais bien savoir. Oui, vous avez raison de le dire. Je crois que oui, les poètes qui passent au roman souvent produisent des choses assez singulière. Et d'ailleurs, Bolagno le disait, mais même avant lui, Borges le disait, que en fait, les plus grands romanciers du XXe siècle sont d'abord des poètes. Soit parce qu'ils ont écrit directement de la poésie, soit le rapport au langage est plus poétique que les autres. Moi, je suis un lecteur de poésie. Je n'en écris pas. Mais j'en ai lu beaucoup. Je continue à en lire. À en écouter aussi, parce que le rapport à la poésie au Sénégal est un rapport encore très, très oral parfois, c'est-à-dire que c'est dans la rue aussi que vous entendez les poètes. Ça se perd de plus en plus, mais il y avait, en tout cas dans mon enfance, tout un ensemble de petits textes poétiques qui étaient déclamés par des gens, des sortes de troubadours, on ne sait pas exactement, mais qui se baladaient comme ça, qui déclamaient des poèmes d'amour, des poèmes un peu coquins, parfois des poèmes religieux. Et j'écoutais tout cela.
et ensuite j'ai lu de la poésie. Je viens d'un pays à peu près comme le Chili, hein, où l'un des pères de la nation est un poète. On a l'équivalent d'une sorte de Neruda au Sénégal qui s'appelle Senghor. Et Léopold Sédar Senghor est un poète qui a écrit des poètes assez splendides que j'ai lus et récités à l'école ad nauseam. Et aujourd'hui, mon rapport, évidemment, est plus à Senghor, parce qu'il a aussi été le président de la République. C'est le premier président de la République du Sénégal. Donc il a vraiment fondé la nation moderne sénégalaise. En tout cas, au départ, c'est lui qui jette les bases. Et forcément, sa qualité de poète a infusé presque dans la psyché nationale. Puisque, oui, les enfants écoutent de la poésie, récitent de la poésie avant même de savoir parler, de savoir parler en français. Ils écoutent comme ça de la poésie. Donc c'est quelque chose qui a été très présent dans ma vie sous diverses formes et qui est toujours assez présent aujourd'hui. Mais je n'écris pas moi-même de poésie parce que je trouve vraiment que c'est un genre qui m'intimide beaucoup. Donc j'essaie, moi je pense que je suis plus, comment dire, plus poussiéreux. C'est-à-dire que moi je me bats avec la langue, je suis un prosateur. Et le prosateur est, je pense, est vraiment dans une lutte presque de clochard avec la langue. C'est que ça se passe sous terre, si vous voulez, alors que la poésie peut se passer sous terre aussi. Mais il y a toujours des moments où elle se passe dans le ciel. Mais voilà, moi, mes batailles avec la langue sont vraiment plus poussiéreuses que ça. Mais voilà, moi je ne sépare pas. J'ai l'impression de schématiser comme ça prose et poésie, mais il y a toujours un point où la combustion se produit et où l'alchimie se produit et où c'est la même chose finalement. J'essaie de l'atteindre de temps en temps, mais pas aussi facilement que les poètes le font. D'accord, merci. Il y a d'autres questions? Je vais ici par la madame. Bonjour, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Et je me demande si quel est le rapport entre entre vous-même, écrivain africain. J'ai l'impression que dans ces derniers temps, surtout, la littérature africaine connaît un succès relatif, en Europe et en France surtout. Et la littérature africaine a déjà une certaine histoire, n'est-ce pas? Tout d'abord, une très ancienne histoire de réalité, puis une histoire de littérature coloniale, disons, puis n'est-ce pas, la littérature de la guerre coloniale, n'est-ce pas? Et maintenant, je trouve qu'il y a une espèce d'essor d'écrivains jeunes, comme vous, n'est-ce pas, qui sont reconnus en Europe. Ce qui est important parce que finalement, c'est le moment où ils commencent à être connus par tout le monde. Quand on est ou en Amérique latine ou en Europe, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas des centres, c'est pas des gros centres de diffusion. Pas? Bon. Je me demande si vous, écrivains africains, avez des rapports entre vous. Si parce que finalement les langages sont soit ceux qui publient en anglais ou en portugais. C'est des langages toujours où s'inscrit l'histoire et l'oralité. Alors, je me demande si vous discutez sur les problèmes communs à l'histoire de la littérature africaine. Oui, on le fait.
Alors, en fait, ça se fait depuis très longtemps. Quand on songe à l'histoire des écrivains de la négritude, par exemple, donc depuis 5 ans, ils avaient déjà ce type de discussion. Les discussions continuent aujourd'hui. Elles ne se font plus sous la forme de mouvements littéraires, de grands mouvements littéraires comme la négritude. Elles se font plutôt dans des espaces plus réduits, presque amicaux, entre écrivains ou entre groupes d'écrivains. Mais il y a des discussions, il y a des conversations. Hier, je parlais à l'université d'un des écrivains qui, pour moi, aujourd'hui, est un interlocuteur très, très quotidien, parce que chaque jour, on s'écrit, on se parle, et qui a été l'un de mes mentors, globalement, mais aussi dans la découverte et dans l'exploration plus profonde de la littérature sud-américaine, qui s'appelle Samy Tchak, c'est un Togolais. Il a l'âge d'être mon père, mais on est très amis et très liés par ces discussions-là sur les problèmes de notre littérature en tant qu'écrivain africain, sur les grandes questions qui sont les nôtres aujourd'hui, sur comment les prendre en charge, les mettre en scène, sans nécessairement non plus s'enfermer uniquement dans notre espace. C'est pour ça que tous les deux, on a cet intérêt pour l'Amérique latine. Mais il y a, oui, des discussions, des échanges qui prennent plusieurs formes, hein, mais cela existe. Avec des écrivains africains de ma génération aussi, on discute beaucoup, on échange beaucoup. Voilà, on ne crée plus de mouvements parce que peut-être que les mouvements n'ont plus aucune importance aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, la conversation a lieu, elle existe. Et tout ce qui apparaît dans le roman, toute la première partie du roman, avec ces jeunes écrivains africains qui se retrouvent en cénacle et qui discutent entre eux, sont des choses que j'ai moi-même pu vivre lorsque j'habitais à Paris et que j'avais autour de moi énormément d'amis, écrivains eux-mêmes ou aspirant à devenir écrivains, et nous discutions de ces questions-là qui étaient nos questions. Après, ce que je regrette seulement, c'est que on ne le fait pas avec les écrivains africains d'autres langues. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les échanges sont moins présents entre, par exemple, avec les écrivains anglophones ou lusophones. Ça, c'est presque absent. C'est presque absent. Les problèmes sont similaires. Les problèmes sont similaires, mais bon. Mais ça, c'est aussi l'un des effets coloniaux, bien sûr. C'est que il y a moins d'échanges linguistiques, moins de traduction, disons, entre les écrivains. Voilà. Ça, c'est l'un de mes regrets. Mais entre francophones, cela existe. Ah, c'est cool. Il y avait une question derrière aussi, je crois. Non. Bon. Dans la plus secrète mémoire des hommes, l'un de tes narrateurs écrit dit de Paris, cette ville est un enfer déguisé en paradis. J'aimerais savoir quelle a été ton expérience de Paris. Je ne sais pas si tu y vis d'ailleurs. Et si, t'écoutais sur Paris. Alors, j'ai vécu à Paris un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je n'y vis plus. Ça a été assez important pour moi de passer par Paris parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais un Balsacien. Et bien sûr, tout Balsacien conséquent sait que Paris est un enfer déguisé en paradis, ou l'inverse. Tout Balsacien qui pense à Rastignac le sait, que c'est l'endroit où on rêve d'être reconnu, où on rêve de réussir, c'est-à-dire de réussir à travers la littérature. Mais comme lui répond Vautrin, dans le Père Goriot, autre grand personnage, savez-vous, monsieur, comment on réussit dans ce monde? Par l'éclat de la corruption, par l'éclat du génie ou l'adresse de la corruption. Donc, tout est dit, finalement. Soit vous allez d'une façon ou d'une autre devoir laisser quelque chose à cette ville qui exige toujours une sorte de prix. Mais tout ça est une comédie, en fait, en réalité. Il faut en tout cas le prendre comme une comédie. À partir du moment où ça arrive à être
drôle, pas méchamment, parce que vous êtes vous-même un personnage de la comédie, ça devient intéressant. Et vous êtes capable de produire quelque chose qui n'est pas uniquement nourri par le ressentiment, par la colère de n'être pas reconnu, ou de voir vos ambitions freinées, ou de voir que l'autre est plus adroit que vous dans la corruption, ou qu'il est beaucoup plus agile que vous dans le fait de trouver d'autres chemins. Mais à partir du moment où vous êtes capable d'en rire, oui, c'est beaucoup plus sympathique d'une certaine manière. Littérairement, j'ai connu les années les plus importantes pour l'instant de ma vie à Paris, justement à travers ces discussions que j'avais, à travers ces longues nuits de lecture, de commentaires, de débats, de tiraillements. Vraiment, il y avait une énergie très vive, très juvénile aussi, quelque chose d'un peu à la fois d'un peu stupide, mais aussi d'un peu engagé, de très beau, et qui n'avait pas d'issue. Hein. J'ai fini, c'est passé, mais ça a eu lieu. Et c'est important. Il est important pour moi que ça ait eu lieu, puisque je crois que sans ces années-là, cet âge-là, ces expériences-là, je n'aurais pas écrit ce livre. Mais après, c'est très dur. C'est très dur d'être à Paris et d'être écrivain et de côtoyer ce monde-là, parce qu'il est tout près, vous le voyez. Vous savez où il est, vous savez que c'est là que bat le cœur littéraire de la France, mais aussi quasiment de la francophonie, puisque vous savez que, oui, comme écrivain africain, souvent c'est par là que passe votre reconnaissance, malheureusement. Mais bon, c'est le cas, ce n'est pas vous qui l'avez créé cette situation, et voilà. Paris est là, et parfois vous devez vous attendre à n'être pas vu, reconnu, lu, à être dans une sorte d'anonymat. Ça ne concerne pas que les Africains, hein, ça concerne énormément de gens que je connais, des écrivains qui sont là, qui gravitent autour de Paris, qui espèrent qu'à un moment donné, ça va passer. Parfois cela passe, parfois cela ne passe pas. Merci. Une dernière question. Est-ce que vous avez eu le temps de préparer un nouveau projet de sortie de livre depuis le dernier? Donc, non, on verra bien, mais pour l'instant, non, parce que je n'ai pas le temps, depuis 2 ans, de faire quoi que ce soit d'autre que voyager et parler, mais c'est intéressant aussi. Je ne dis pas que c'est un calvaire, au contraire, c'est très intéressant aussi. Ça nourrit les choses. Après, bon, je n'ai pas encore écrit quoi que ce soit. On verra l'année prochaine, peut-être, en 2 ans, qui sait. J'ai pas de hâte. Je remercie. Donc, je suis désolée, on n'a plus le temps, mais je vous invite à passer à la librairie Le Contrat qui est présente. Il y a aussi un donneur qui s'attend. Vous aurez l'occasion d'échanger avec Mohamed, mais aussi avec Nadine. Donc, merci énormément, Nadine et Mohamed, pour cette conversation fort intéressante. Voilà.